Il y a de nouvelles preuves que personne n'a jamais entendues auparavant. Photographe, finissez de prendre vos photos maintenant. Les hommes du coroner, mettez un drap sur le corps dès qu'ils ont terminé. Le Black Dahlia reste l'un des plus grands meurtres non résolus de l'histoire américaine. En janvier 1947, à Los Angeles, une femme qui longeait un terrain vague remarqua quelque chose dans l'herbe. Au premier abord, elle crut à un mannequin abandonné. Mais en s'approchant, elle réalisa que ce n'était pas du tout un mannequin. C'était un corps. La victime était une jeune femme de 22 ans nommée Elizabeth Short. Son corps avait été tranché net en deux, vidé de son sang et disposé avec soin en plein air, comme si quelqu'un voulait qu'on le découvre. Il n'y avait aucune trace de lutte sur place, aucun indice flagrant sur le lieu réel du crime et aucun suspect immédiat. L'affaire fut rapidement connue sous le nom du meurtre du Dahlia noir et elle allait devenir l'un des cas non résolus les plus célèbres de l'histoire américaine. Durant des décennies, les enquêteurs ont suivi des pistes, interrogé des suspects et tenté de reconstituer ce qui s'était passé. Pourtant, plus ils cherchaient, moins l'image était claire. Car la vérité est que, dès le début, ce crime ne s'est pas comporté comme la plupart des autres. La scène du crime. À leur arrivée sur les lieux, les policiers se concentrèrent sur ce qu'ils pouvaient observer directement. Le corps d'Elizabeth Short avait été découpé proprement au niveau de la taille. La coupure elle-même frappa immédiatement les esprits. Elle n'était ni grossière ni irrégulière. Le geste semblait maîtrisé, ce qui poussa les enquêteurs à croire que le responsable possédait une certaine connaissance de l'anatomie humaine. Il n'y avait aucune trace de sang sur place. Ce détail changea l'orientation de l'enquête dès le départ. Il suggérait que le meurtre avait été commis ailleurs et que le corps avait été déplacé après la mort. Les inspecteurs se mirent alors en quête d'un lieu secondaire, un endroit privé où le crime aurait pu être perpétré sans être interrompu. La disposition du corps a également soulevé des interrogations. Ses bras étaient placés au-dessus de sa tête et la dépouille avait été disposée plutôt que simplement abandonnée. À l'époque, ce détail fut noté sans être pleinement compris. Les enquêteurs l'ont consigné comme un élément de la scène sans tirer de conclusion claire sur les raisons de cet acte. Des marques sur son corps suggéraient l'usage de liens ainsi que des blessures indiquant qu'elle avait été séquestrée un certain temps avant sa mort. Ces détails pointaient vers une préméditation. Mais en 1947, il n'existait aucun cadre clair pour interpréter ce type de comportement de manière structurée. L'essentiel de l'enquête se concentrait encore sur l'identification de suspects et le suivi de pistes, plutôt que sur l'élaboration d'un profil approfondi à partir du crime lui-même. L'affaire est rapidement devenue complexe. Il y avait des indices, mais ils ne pointaient pas dans une direction unique. Chaque détail existait isolément, sans lien clair avec les autres. Analyser les mêmes preuves sous un angle nouveau. Pendant des décennies, les détails de l'affaire ont été traités comme des éléments isolés. L'état du corps, l'absence de sang sur la scène, la posture, les blessures, chaque élément était documenté, mais rarement analysé de manière globale et structurée. Lorsque l'affaire a été réexaminée à l'aide de méthodes d'analyse modernes, le point de départ était simple. Reprendre tout ce qui avait déjà été consigné pour l'étudier comme un système unique, plutôt que comme une série d'observations déconnectées. La première étape a consisté à organiser les détails connus dans une chronologie. En se basant sur l'état du corps, les enquêteurs de l'époque n'avaient pu qu'estimer le moment du décès d'Elizabeth Short. Grâce à des modèles plus précis sur l'évolution du corps après la mort, cet intervalle peut désormais être resserré plus précisément. Les résultats suggèrent un décalage entre l'heure de la mort et le moment où le corps a été déposé à l'endroit où il fut découvert. Ce laps de temps est important, car il change la compréhension du crime. Il indique que le corps n'a pas seulement été déplacé, mais qu'il a probablement été conservé quelque part pendant une certaine période avant d'être placé à découvert. La seconde étape a consisté à comparer les blessures et l'état du corps avec les archives d'autres dossiers connus. Au lieu d'analyser un détail à la fois, l'analyse s'est concentrée sur les combinaisons, la manière dont certains traits apparaissent ensemble. La division nette du corps, l'absence de sang sur les lieux, les signes de contrainte et la mise en scène délibérée sont rarement observés simultanément. Lorsqu'ils apparaissent ensemble, ils tendent à désigner un type d'agresseur spécifique, quelqu'un qui planifie à l'avance, opère dans un environnement contrôlé et maîtrise chaque étape du crime. Cela ne permet pas d'identifier un individu en particulier, mais restreint le type de situation rendant le crime possible. Cela suggère l'accès à un espace privé où la victime a pu être retenue sans interruption, le temps d'agir sans pression et la capacité de déplacer le corps sans être remarqué. Sous cet angle, l'affaire commence à changer.
Les détails isolés ne sont plus indépendants. Ils commencent à se renforcer mutuellement, formant un tableau plus clair de la manière dont le crime a été commis, même si l'identité du responsable reste inconnue. Ce que révèlent les blessures. L'un des aspects les plus troublants de l'affaire était l'état du corps d'Elizabeth Short, notamment les entailles pratiquées sur son visage et la façon dont son corps avait été altéré. À l'époque, ces détails étaient décrits comme inhabituels et brutaux, mais ils n'ont jamais été pleinement examinés les uns par rapport aux autres. Les considérer ensemble change la façon dont ils sont compris. L'entaille traversant sa bouche, s'étirant vers les oreilles, a nécessité de la précision. Ce n'était pas un acte aléatoire. Elle suivait une ligne maîtrisée, suggérant que le responsable a pris le temps et le soin nécessaires pour la réaliser. Il en va de même pour la séparation du corps au niveau de la taille. Cela n'a pas été fait d'une manière montrant une hésitation ou des tentatives répétées. L'acte semble avoir été accompli avec une compréhension claire de l'endroit où couper. Lorsque ces actions sont comparées à des cas documentés impliquant des blessures similaires, un schéma commence à émerger. Les crimes qui impliquent à la fois une dissection maîtrisée et une altération délibérée du visage sont rarement impulsifs. Ils ont tendance à impliquer une préparation, une familiarité avec le corps et un environnement où la personne peut travailler sans être interrompue. Les marques sur ses poignets et ses chevilles confirment cela. Elles suggèrent une contention sur une certaine période et non une lutte brève. Cela suggère que la victime a probablement été retenue quelque part avant son meurtre, ce qui concorde avec la conclusion précédente. Le corps n'a pas été abandonné immédiatement. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la violence, mais la constance. Chaque étape du crime semble suivre la même logique. Un acte contrôlé, délibéré, et exécutée sans la moindre précipitation. Cette constance est capitale car elle réduit la probabilité d'un geste spontané. Au contraire, elle désigne quelqu'un qui a planifié la séquence à l'avance et a pu l'exécuter étape par étape sans jamais être interrompu. L'écart temporel que personne n'a pu expliquer. L'un des plus grands problèmes de l'enquête initiale était le temps. En 1947, les détectives ne pouvaient pas dire avec certitude quand Elizabeth Short avait été tuée. Ils ne pouvaient faire que des estimations et celles-ci restaient très larges. Cette incertitude a tout compliqué. Sans une chronologie claire, il était difficile de lier ces derniers déplacements connus à l'endroit où elle a été retrouvée. Et plus difficile encore de localiser précisément le lieu où le crime a pu se produire. En réexaminant l'affaire avec des modèles plus précis sur l'évolution du corps après la mort, cet intervalle peut être réduit. L'état du corps, combiné à l'absence de sang sur la scène, indique un décalage entre l'heure du décès et le moment où il a été déposé sur ce terrain. Ce délai est important car il suggère que le corps a été conservé ailleurs avant d'être déplacé, pas seulement brièvement, mais suffisamment longtemps pour que certaines transformations physiques s'opèrent sans interruption. Une fois cette possibilité envisagée, l'enquête prend un tournant très concret. L'attention se détourne du lieu de la découverte pour se porter vers un autre endroit, là où le crime a véritablement pu avoir lieu. Cet endroit devait être privé, contrôlé et suffisamment sûr pour que l'on puisse y passer du temps sans être dérangé. Cela modifie également la lecture de la chronologie. Au lieu d'un événement unique, le crime devient une séquence. La victime est enlevée, séquestrée, tuée, puis transportée et déposée dans un lieu exposé. Cet enchaînement rend l'affaire plus structurée qu'il n'y paraissait au départ. Chaque étape nécessite du temps, de l'espace et de la planification, ce qui réduit encore davantage les chances qu'il s'agisse d'un acte spontané commis sur le vif. Ce que cela révèle sur la personne responsable. À ce stade, plusieurs contraintes commencent à s'aligner. Le corps n'a pas été laissé là où le crime a eu lieu. Il y a eu un intervalle entre le moment du décès et celui de sa découverte. Les blessures ont été infligées de manière contrôlée et le corps a été placé dans un endroit où il finirait par être découvert. Mis bout à bout, ces détails limitent le type de situation dans laquelle la personne responsable opérait. L'exigence la plus immédiate est l'espace. La victime a probablement été détenue quelque part pendant un certain temps avant que le meurtre n'ait lieu. Cet espace devait être assez privé pour éviter toute interruption et assez sûr pour que personne ne remarque ce qui se passait à l'intérieur. Cela exclut de nombreux environnements et oriente vers un lieu auquel la personne pouvait accéder et qu'elle pouvait contrôler sans attirer l'attention. Le temps est un autre facteur, l'enchaînement des événements. Séquestration, blessures, décès et transport ultérieur suggèrent que la personne n'agissait pas sous pression. Il y avait assez de temps pour accomplir chaque étape sans se précipiter. Cela indique généralement un certain niveau de stabilité
facilité dans la vie quotidienne de la personne, lui permettant de disparaître pendant des périodes sans susciter d'inquiétude immédiate. La manipulation du corps indique également une familiarité avec ce qu'elle faisait. Les incisions n'étaient pas hésitantes et le processus ne montre aucun signe de tâtonnement. Cela ne signifie pas nécessairement une formation formelle, mais suggère une expérience préalable ou, à tout le moins, une préparation avant l'acte. Enfin, la décision de placer le corps dans une zone dégagée ajoute une autre dimension. Il n'était pas caché, mais n'a pas non plus été laissé dans un endroit bondé. Il a été positionné là où il serait trouvé, mais pas immédiatement. Cela suggère que la personne anticipait les choses, considérant non seulement l'acte lui-même, mais aussi comment et quand il serait découvert. Rien de tout cela ne permet d'identifier un individu précis, mais cela réduit le champ des possibles. Tout indique une personne qui maîtrisait son environnement, disposait d'assez de temps pour accomplir une suite d'actions, et possédait la capacité de planifier au-delà de l'instant même du crime. Ce qui a été manqué. L'affaire du Dahlia noir n'a jamais manqué de preuves. Dès le début, les enquêteurs ont consigné chaque détail visible, l'état du corps, l'absence de sang, la mise en scène, les blessures. Pourtant, ces détails ont été traités comme des observations isolées, et non comme les éléments d'une seule et même séquence. Lorsqu'on analyse ces mêmes détails ensemble, l'affaire change de visage. Le crime ressemble alors moins à un mystère irrésolu qu'à un processus structuré, un acte qui a exigé du temps, de la maîtrise et un espace situé en dehors de la scène où le corps a été découvert. Ce changement de perspective ne révèle aucun nom. Il ne désigne pas un suspect unique, mais il accomplit quelque chose de tout aussi important. Il élimine des possibilités. Ce crime n'aurait pu se produire n'importe où. Il n'a pas pu être précipité et il n'avait rien d'aléatoire. Ce qui soulève une question plus difficile. Si les preuves ont toujours pointé vers des limites précises, alors pourquoi l'affaire est-elle restée ouverte aussi longtemps ? Parce qu'en 1947, les enquêteurs travaillaient avec ce qu'ils avaient sous les yeux. Aujourd'hui, cette même affaire est lue différemment. Non pas en cherchant de nouvelles preuves, mais en comprenant les anciennes preuves d'une manière autrefois impossible. Et cela change ce que cette affaire représente. Pas seulement un meurtre non résolu, mais un rappel que, parfois, la vérité n'est pas cachée. Elle attend simplement d'être vue sous le bon angle.